J'ai utilisé la machine là, que je vous ai donnée, tout Lacan, pour chercher tous les graphes, tous les mathèmes où Lacan parle de l'objet petit a. Et j'ai préparé ces graphes pour vous montrer, pour discuter au fur et à mesure, mais je trouvais extrêmement compliqué. D'avancer parce que Lacan, il parle de l'objet A dans les séminaires sur le désir et son interprétation, dans les séminaires sur les transferts, dans les séminaires sur l'identification, dans les séminaires sur l'angoisse, et il parle parallèlement sur les graphes du désir où l'objet A apparaît également, dans les séminaires sur la relation d'objet, dans les séminaires sur les formations de l'inconscient, au congrès de Royaumont, et finalement dans la subversion du sujet dialectique du désir dans ses écrits. Et il ne parle pas toujours de la même façon. Des fois, il propose une définition, d'autres fois, il propose une autre. Donc, je me suis rappelé de ce que Freud dit à un moment donné. Freud dit, si une chose semble extrêmement complexe, un exemple peut venir tout clarifier. Un exemple, un commentaire, quelque chose qui ne fait pas partie exactement de ce qui est en train d'être exposé, mais qui vient marginalement, incidemment. Freud parle de cela, c'est une méthode en fait de Hegel dans sa philosophie de l'esprit. Il dit l'exemple est la chose elle-même. Et Freud utilise cette ressource méthodologique pour comprendre Schreber. Il dit voilà, Schreber donne cela un exemple, nous allons le prendre à la lettre. Il ne le fait pas toujours, mais il utilise cela. Et donc, c'est quand je vous ai envoyé le mail au sujet d'un exemple que Lacan propose de Thomas l'Obscur, les romans de Maurice Blanchot, qui, à mon avis, que j'ai lu et qui m'a semblé tout à fait exemplaire, effectivement, aussi bien du petit A que Lacan utilise dans les séminaires, dans son schéma RSI, comme du passage de ces petits A à, vous voyez, il l'utilise là, et il l'utilise à deux reprises, là et là, hein, et il va abandonner cette formulation pour parler de l'objet A, qui va se dégager de ça. Et puis, quand j'avais vu Thomas l'Obscur, dans Thomas l'Obscur, Lacan a extrait un exemple qui est le mot. L'objet petit a, dans le Thomas l'Obscur, apparaît comme le mot lui-même. Thomas se bat avec les mots. Les mots sortent de la page qu'il lit pour se battre avec lui. Bien, arrivé là, je me suis dit, mais pourquoi je ne verrais pas? C'est que d'autres auteurs qui ont étudié l'objet petit a en disent. Qu'est-ce qu'ils pensent des définitions de Lacan? Et j'ai vu plusieurs auteurs. Il y a André Green, qui a écrit un article célèbre sur l'objet petit a, de la relation d'objet à l'objet petit a. Il y a François Doss, qui a écrit un livre remarquable sur l'histoire du structuralisme, et il a un chapitre particulier sur l'objet petit a. Finalement, il y a le dictionnaire international de psychanalyse de Mijola et Rubinesco, dans son dictionnaire de psychanalyse également, qui parle de l'objet A. Il y a des livres, Monique m'a signalé qu'il y avait quelques livres d'écrits, j'ai vu les livres de Guy Légoffet, il y a un livre de Serge Leclerc avec Nazio sur l'objet petit a, il y a encore un autre livre d'un philosophe, et j'ai parcouru pour voir qu'est-ce que ces gens disaient. Malheureusement,
Très souvent, par exemple Guy Légoffé ou Serge Leclerc, ils n'étudient pas l'objet petit a tel que Lacan les développe, si ce n'est qu'ils s'en servent pour leurs associations, pour leur libre association, leur cheminement à eux. Donc ça n'avait pas beaucoup de valeur pédagogique, ça n'avait pas une valeur éclaircissante, c'est que je voyais. Dès tout, ou François Doss, malgré l'intérêt de son livre, jamais, pour comprendre l'objet A, il ne va dans les séminaires de Lacan. Non, il interviewe des gens, par exemple des Lacaniens. Il interviewe Jouranville, il interviewe Melman, il interviewe Alouche, il interviewe des gens qui disent ce qu'ils pensent de l'objet A, mais il ne va pas dans le texte de Lacan. Il le cerne. Il le cerne, oui, mais il ne va pas tout à fait dans le texte de Lacan. Et de ces dictionnaires, celui que j'ai trouvé le plus intéressant, c'était celui de Roudinesco. Il me semblait que Roudinesco, effectivement, donnait une explication de l'objet petit a, elle dit, terme introduit par Jacques Lacan en 1960 pour désigner l'objet désiré par les sujets et qui se dérobe à lui au point d'être non représentable ou de devenir un reste non symbolisable. À ces titres, il n'apparaît que comme un manque à être ou sous une forme éclatée à travers 4 objets partiels détachés du corps, laissant l'objet de la succion, les fesses, matière fécale, objet de l'excrétion, la voix, les regards, l'objet du désir lui-même. Mais malgré l'intérêt du développement de Roudinesco... Excusez-moi, elle n'est pas l'objet vocal? Si, la voix et les regards. D'accord, et les regards. Malgré l'intérêt du développement de Roudinesco, elle m'a semblé trop restreinte par rapport à cette Lacan enfin. Et au moins 2 points de vue. Un point de vue qui est que Lacan apporte une révolution à la question de la relation d'objet et en formulant l'objet petit a, dans ce sens que le premier élément de la révolution de Lacan, c'est de dire qu'il n'y a pas de relation d'objet, si ce n'est qu'il y a surtout une relation au manque d'objet. L'objet pose un problème dans la mesure où il manque. C'est parce qu'il manque que la psychanalyse s'intéresse à lui et le pense. Et ensuite, dans la subversion du sujet dialectique du désir, un deuxième élément de sa révolution, je pense, c'est que Lacan dit l'objet est partiel, non pas parce qu'il serait une partie détachée d'une totalité, mais parce que lui-même, il ne correspond qu'à une partie de l'organe en question, il ne correspond, ses fonctions ne correspondent qu'à une partie des fonctions possibles. C'est-à-dire, Lacan donne l'exemple et il dit la bouche, elle sert à bien d'autres choses que manger. Les yeux, ils servent à bien d'autres choses quand ils regardent, et ils ne regardent pas que les visages. La voix, elle sert à parler, à chanter, et à chaque fois, on prélève quelque chose pour en faire un objet partiel, non pas par rapport à une totalité de l'objet, où l'objet serait détaché, mais par rapport à une partie des fonctions de l'objet. Je trouve que c'est un passage assez beau, d'ailleurs, de Lacan, que j'ai... La délimitation même de la zone érogène, que la pulsion isole du métabolisme de la fonction, l'acte de la dévoration intéresse d'autres organes que la bouche, et implique
les lèvres, l'enclos des dents, la marge de l'anus, les sillons péniens, les vagins, la fente palpébrale, voire les cornets de l'oreille. Nous évitons ici des précisions embryologiques. L'érogénéité respiratoire est mal étudiée, mais c'est évidemment par les spasmes qu'elle entre en jeu. Observons que ce trait de la coupure n'est pas moins évidemment prévalent dans l'objet que décrit la théorie analytique. Mamelon, cibale, phallus, objet imaginaire, flot urinaire, liste impensable. Si on y ajoute avec nous les phonèmes, les regards, la voix, le rien. Car ne voit-on pas que les traits, partiels à juste titre soulignés dans les objets, ne s'appliquent pas à ce qu'ils soient partis d'un objet total qui serait les corps, mais à ce qu'ils ne représentent que partiellement la fonction que les produit. Je pense que Lacan atteint des niveaux de poésie, qu'il parle, comme pourrait parler Baudelaire ou Rimbaud, des yeux qui entendent ou des oreilles qui voient. Donc, ça n'a pas de sens d'isoler, de dire que l'objet petit a est, comme fait d'UNESCO, correspond au sein, aux fesses, au pénis ou à l'enfant, puisque Lacan est justement en train de dire que tout peut être objet partiel, que la liste est interminable. Donc il y a un glissement du signifiant. Nous revenons à Thomas de Piscure. L'exemple majeur de l'objet partiel et de l'objet petit a ne serait pas la partie du corps elle-même, mais le mot qui sert à la désigner. Les signifiants qui servent à la désigner. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne en parcours de représentation pour Lacan. Et après, nous pourrons revenir sur chacun de ces moments de son élaboration pour voir comment il l'explique et comment il passe d'un sujet à un autre. Donc, il part dans les séminaires de Jacques-Alain Miller. Jacques-Alain Miller pose ces schémas à l'entrée de l'élaboration lacanienne. Hein. Mais il y a un problème, c'est-à-dire que il n'apparaît en tant que tel que dans le cas Schreber, mais que dans l'analyse que fait Lacan du cas Schreber. Mais Jacques-Alain Miller le pose dès les formations de l'inconscient et dès les séminaires sur les relations de l'objet, puisque Lacan le décrit. Il ne le représente pas, mais il le décrit, il en parle. Hein. Dans son séminaire apparaît cette description et Jacques-Alain Miller le pose. Donc, vous voyez, pour ceux d'entre vous, je vais... Là, Lacan pose le S et il fait cette boutade entre S de sujet et S, bien entendu, de ça, hein, pour Freud. De l'inconscient. De l'inconscient. Les petits autres qui vient là comme A', l'autre, les moi, et les grands autres. Et il va passer, dans cet axe-là, la relation imaginaire, et là, l'inconscient. Donc, il va passer ses séminaires, la relation d'objet, par exemple, à expliciter cela, et il va développer ces schémas RSI jusqu'à 74-75, quand il va faire son séminaire sur le RSI, et l'objet petit a va à ce moment-là apparaître d'une manière complètement différente. Donc c'est une révolution que Lacan apporte à sa propre théorie en donnant une définition tout à fait nouvelle de l'objet petit a. Donc ici, c'est les schémas de
les schémas qui sont développés dans la relation d'objet, dans les séminaires sur la relation d'objet. Lacan pose que Lacan pose d'abord qu'on n'a jamais affaire à une castration réelle, que la castration n'est pas quelque chose qui intervient dans la réalité, que c'est quelque chose qui porte sur un objet imaginaire. Et il va développer beaucoup sur la castration, nous allons y revenir. Mais que pour comprendre la castration, quand elle vient dans la théorie psychanalytique et dans la théorie freudienne, Freud ne semble pas articuler la castration, la frustration et la privation. Et Lacan va proposer une articulation de ça. Pour proposer cette articulation, il développe ces tableaux-là. D'abord de cette manière-là, qui est le complexe d'Oedipe, qui est censé expliquer les complexes d'Oedipe. Voici les schémas qui expliquent les complexes d'Oedipe. Les premiers tableaux, donc, celui-ci, Lacan appelle la dialectique de la frustration. Le deuxième tableau, il appelle les complexes d'Oedipe. Ça apparaît dans son chapitre dont le titre est les complexes d'Oedipe. Et la théorie novatrice de Lacan par rapport à Freud, c'est qu'il n'y a pas de véritable résolution du complexe d'Oedipe. L'homme et la femme tombant sur des écueils différents, mais que l'empêche de résoudre pleinement le complexe d'Oedipe. Ces tableaux-là, il le propose comme les tableaux du complexe de castration qu'il va développer. Et finalement, ces tableaux-là, c'est les tableaux des relations d'objets que Lacan nomme comment s'analysent les mythes. Les mythes s'analysent en prenant en considération ces éléments-là. Alors, Lacan dit dans les séminaires de la relation d'objets, il dit la chose suivante: il s'agit pour moi d'une permutation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous prenez trois colonnes avec trois termes, c'est une colonne avec réel, imaginaire, symbolique, une autre colonne avec désir, demande et besoin, et une autre colonne avec qu'est-ce que j'avais dit? Castration, privation et frustration. Et Lacan va combiner ces éléments selon les règles mathématiques de la permutation. C'est-à-dire que nous avons 9 éléments qui vont être successivement composés entre eux. Vous voyez que quand un élément dans une des colonnes, dans chaque colonne, il y a toujours les réels, les symboliques, imaginaires, mais ils se distribuent différemment. De telle manière que ça serait même prévisible, à partir du premier tableau, de déduire quelle va être la position des autres. D'accord? Ça va? Et à partir de là, dans les séminaires sur les formations de l'inconscient, Lacan va passer à un autre type de représentation qui va être une représentation à travers des graphes, où il va peu à peu élaborer les graphes du désir, où va apparaître, là apparaît l'objet, vous voyez, mais il n'apparaît pas encore d'objet petit a. L'objet, ces graphes-là, ils vont évoluer de cette manière. Mais nous allons revenir à chacun, je vous le déroule comme ça, juste pour que vous ayez une idée du cheminement de Lacan. Par exemple, dans ces tableaux-ci,
dans cet stade-ci d'élaboration du graphe, Lacan insiste sur les temps. Vous voyez? Ici, c'est les premiers temps. Et ici, il y a un deuxième temps. Et ici, il y a un troisième temps. Et ce deuxième temps ici est corrélé avec un deuxième temps ici. Nous avons une première étape, il appelle étape, une deuxième étape et une troisième étape. Et ici, il y a une première étape, une deuxième étape et une troisième étape. De telle manière que, au fur et à mesure que quelque chose est élaboré ici, elle est en même temps élaborée ici. Vous voyez que c'est assez complexe comme proposition. Les différents graphes, les différents stades de l'élaboration du graphe vont représenter et discuter cela, ces trois temps, comment ils se décomposent. Ici, vous voyez, le deuxième temps est sur un segment du graphe différent du segment où il était auparavant. Ça te va, Monique? Nous allons revenir peu. Là, il revient à une formulation simplifiée du graphe pour les nommer autrement, pour donner une autre image, pour proposer comme une autre métaphore. Qu'est-ce que ces graphes veulent représenter? Le sujet se construit avec la loi psychique. Quoi? Que le sujet se construit avec la loi psychique. Celui avec la loi, là. Là apparaît pour la première fois dans son graphe les phallus, à la place du désir. Là, si on superpose les graphes, hein, on peut voir comment Lacan évolue. Ici, c'est la formule, ça c'est les graphes tels qu'il apparaît dans Subversion de sujet et dialectique du désir. Donc, déjà, en 1966, entre 1957 et 1966, les graphes de Lacan Lacan dans son élaboration du graphe a parcouru tout ce chemin. J'ai laissé de côté ici ce que Monique demandait comme le séminaire sur l'angoisse, parce qu'il obéit à une autre logique. Lacan ne va plus représenter en tant que graphe, mais il va représenter en tant que tort. Même si les torts vont tourner autour des mêmes choses qui sont représentées à travers ces graphes. C'est des nouvelles approches. Et puis, nous allons faire un saut pour les séminaires sur la RSI, hein, donc vers la moitié des années 1970, où l'objet petit a va occuper cette position à la jonction du réel, du symbolique et de l'imaginaire, qui n'était pas sa position de départ. Lacan ne donnait pas cette formulation-là. Et il va développer de même dans ses représentations maintenant du réel, du symbolique et de l'imaginaire, il va développer un nouveau sens de l'objet petit a, hein, la jouissance phallique et l'objet petit a, à la jonction. Et contrairement à ce que disent tous les dictionnaires et les auteurs qui ont pu discuter de l'objet A dont je vous ai parlé, Lacan va finir par dire que l'objet petit a, c'est l'essence lui-même, dans les séminaires sur le récit. La jouissance phallique, l'essence, et ces points-là qui laissent indéterminés.
Donc, je vous propose qu'on revienne lentement sur chacun des moments de l'élaboration de ces parcours de Lacan. Ça te va, Christelle?